Bonjour tous. Donc, on m'a donné l'ordre de vous présenter l'unité cellulaire. Je vais un petit peu, je commence par un petit peu le rappel, je vais commencer par digresser un petit peu. Donc d'abord l'unité, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent à l'organisme de reconnaître et de lutter contre les agents potentiellement pathogènes de l'environnement. Ça c'est la définition générale du système immunitaire, qui se base sur la reconnaissance du soi et du non-soi, à savoir des protéines, enfin des éléments qui appartiennent à l'autre, des éléments qui appartiennent à d'autres à l'extérieur. Donc ça se base sur un équilibre, et quand cet équilibre est rompu, on peut avoir différentes situations, soit l'unité unitaire qui a un défaut de distinction du non-soi, soit l'unité qui est un défaut de distinction du soi. Alors moi, je vais un peu digresser ici, parce que quand j'étais plus jeune, je regardais ce dessin animé qui s'appelait Petite fois la vie. Donc quand on a commencé à parler de l'immunité, un virus, ça ressemblait à ceci, une bactérie à cela. Un globule blanc, bon, on a dit ici la glycine et la phagocyte. Voilà, c'était la phagocyte. En pleine phagocytose, donc il a suivi avec tout ce qu'il trouvait. Et plus anticorps, ça ressemblait à cette bonhomme-là. Très gentil, ça s'appelait Maestro. C'est bien ça. Donc, puisqu'on est toujours dans l'éducation thérapeutique, je propose une petite BD qui explique un peu la réponse immunitaire, le système immunitaire. Donc, quand les virus pénètrent dans l'organisme, ils se multiplient en fait assez rapidement. Et donc, attaquent aux cellules de l'organisme. Bon, on continue de se multiplier, mais un bouton arrive sur le lieu de l'infection et il commence à les manger tout doucement. Bon, ensuite, un patrouilleur perçoit les cellules anormales et les cellules. C'est ce qu'on appelle le patrouilleur. Voilà, donc le petit patrouilleur qui perçoit les cellules anormales, il les tue. Et le bouton commence à continuer à manger tout ce qu'il fait. À un moment, le bouton arrive un petit peu à saturation. Et il parle de ce qu'il a trouvé aux deux capitaines de la garde, de la lymphocyté. Ces derniers vont commencer à donner leur ordre à la troupe, choisissant les soldats les plus aptes à faire la tâche. Donc vous avez d'une part les tireurs d'élite et d'autre part les archers qui vont neutraliser les virus et les infectés. Et donc les boutons qui vont reconnaître plus facilement les virus vont pouvoir les manger plus facilement. Ensuite, le système immunitaire peut produire des cellules mémoire qui peuvent accueillir une seconde infection par le même virus. Enfin, une fois qu'on a ces cellules mortes, il y en a qui continuent. Donc, ce que vous avez bien compris, la réponse immunitaire, il y a une part d'unité innée, qui est les boutons, les NK. Donc c'est une distribution non clonale, ils reconnaissent des motifs bien conservés présentés par toutes les bactéries, par tous les pathogènes, et ils ont un répertoire commun qui est sélectionné pour l'évolution. D'autre part, vous avez l'unité adaptative, qui elle par contre reconnaît plus spécifiquement le pathogène, une distribution clonale, une reconnaissance de motifs physiques et un répertoire individuel. Bon, ces deux compartiments. Qu'est-ce que c'est ça? Donc ces deux compartiments sont liés, ils ne sont pas séparés l'un de l'autre. Enfin, toutes ces cellules proviennent de la même cellule souche hématopoïétique qui, en fonction de l'environnement cytotoxique, donne plusieurs cellules, plusieurs types de cellules, les lymphocytes, qui sont les macrophages, la cellule souche lymphoïde, la lymphocyté, c'est le NK. Nous avons surtout nous intéresser à la lymphocyté. On va commencer par leur structure et l'ontogenèse. Donc, l'ontogenèse des lymphocytés se fait au niveau de deux compartiments. La première partie au niveau du code moelle osseuse, sur la cellule souche, on a développé plusieurs T, qui va migrer vers le thymus. On va passer par les différents stades de double négatif, CD4, CD8 mois. Ensuite, passer au double positif, on va exprimer les deux co-stimulateurs.
Et après la sélection positive, va donner un simple positif, passer en périphérie où sera naturel. Le principal effecteur de la lymphocyté, c'est le TCR, son récepteur, qui est construit de plusieurs chaînes et qui va reconnaître en fait le peptide présenté par ces marques de classe 1 ou de classe 2. Plus dans les détails, le TCR est composé d'une chaîne alpha et une chaîne bêta, un hétérodimère alpha-bêta ou bêta, donc avec une séquence ARIA qui va reconnaître le peptide, une séquence constante et une séquence intermembranaire qui est montée. Pour que le signal soit diffusé dans le intracellulaire, le hétérodimère alpha-bêta va être associé à différentes chaînes CD3, epsilon, gamma et delta, etc., qui ont des modificateurs qui vont pouvoir se transférer et transmettre le signal. À côté de ça, vous avez des co-stimulateurs tels que le CD4 et le CD8. On a parmi deux classes de récepteurs. On a les premiers récepteurs qui sont produits sont les gamma delta, qui sont de double négatif, qui émergent déjà à un double négatif, qui a un polymorphisme qui est plus restreint. Et ils sont surtout dans les tissus. Sinon, la majorité des cellules, les lymphocytes qui sont circulants sont des types alpha-bêta, avec un polymorphisme plus important. Et ce qui est très important pour le CT, c'est d'avoir un répertoire qui soit assez important. Donc là, vous avez un exemple de répertoire du TCR. Donc, c'est-à-dire que chaque cellule ne va présenter qu'un seul type de TCR. Elle ne va reconnaître qu'un seul type de peptide. Et vous avez besoin d'avoir. Il y a à peu près quelque chose comme. Déjà, rien qu'en commensal, vous avez 500 types de bactéries différentes en commensal. Donc, à l'extérieur, vous avez 10 000 espèces de bactéries. Vous avez besoin d'avoir autant de répertoires pour pouvoir tout les reconnaître. Pour pouvoir créer ce répertoire, à partir de. Si on faisait un gène pour un récepteur, ce serait impossible. Donc, pour pouvoir créer ce récepteur, on appelle un réarrangement des gènes, ce qu'on appelle la combinaison BVJ. Donc, au niveau du chromosome qui porte donc, le gène du récepteur, vous avez différents segments L, différents segments V, différents segments V, différents D et différents J. Au cours de la combinaison, les protéines RAG1 et RAG2 sont liées au niveau des domaines espaceurs de deux séquences RSS qui se trouvent de part et d'autre du segment qui va être sélectionné. Par exemple, avec ici le complexe présenté sur le V et le J, les protéines RAG se rapprochent et s'associent l'une à l'autre afin de former le complexe combinase. Le complexe combinase sur l'origine de la formation des épingles HE sur le bras entre la séquence dominante et la séquence RSS. Ces HE sont reconnus par une protéine kinase, plus 70 et 80, et la protéine Artémis qui est l'équilibre. Plutôt que par les HE, les protéines sont responsables de modifications au niveau des extrémités des gènes cibles, notamment la TDT. Et les protéines également ensuite à l'origine de la formation du locus codant, CDJ, et du principal. Dans le cas des TCR alpha-bêta, c'est le chromosome BDJ, pour les gamma-delta, c'est le chromosome BJ. On n'a pas forcément de diversité au niveau des gamma-delta. Pour revenir à ce qui se passe au niveau du cortex, donc les lymphocytes, les précurseurs qui viennent de la monocyte entrent par la fonction anticoagulaire. À partir de ce moment, on les appelle thymocytes. Donc les thymocytes activent le TCR. On passe au cortex, mais active le TCR de différenciation. Passe au stade double positif. On se présente aussi les épithèles pour la sélection positive. Puisque, en fonction de la sélection positive, le choix de cluster de différenciation est fait. Donc, soit c'est 3, soit c'est 4, soit c'est 8. Au niveau médulaire, ils ont le répertoire de la sélection négative. Et donc,
qui motivent sur les classes de sélection vont pouvoir être ressortis dans ce compartiment périphérique au niveau de l'action. On peut expliquer c'est quoi ce problème de sélection? Donc, les sélections positives et négatives, ça permet de choisir en fait, quand on a la combinaison BDJ, comme ça, c'est ça, c'est dans le tubus. C'est dans le tubus. C'est celui qui vient de la ressource. Dans le tubus, qui peut appeler. Et le négatif, donc c'est un positif. C'est ça. Donc, en fait, comme la combinaison BDJ est tout à fait aléatoire, il est clair qu'elle va former aussi bien des béquilles qui vont être des pathogènes que des autoréactifs. Oui. Donc, il faut sélectionner les TCR qui vont reconnaître le non-score et de façon suffisamment forte qu'ils soient fonctionnels. Donc, la première étape, c'est la sélection positive, qui va d'une part sélectionner donc ceux qui ont une faible reconnaissance du NRC2 présentant un peptide vont être maturés en CYP4. Ceux qui ont une faible reconnaissance de HLA1 associé à un peptide vont être maturés en CD8. Et ceux qui ne reconnaissent aucun CNH avec peptide, forcément ne sont pas fonctionnels, donc ils vont mourir par négligence. Donc ça, c'est la sélection positive. Pour la sélection négative, par contre, si vous avez une reconnaissance trop forte, bon là, ces données qui ne vont pas présenter des peptides du non-soi, mais des peptides du soi. Si vous avez une reconnaissance trop forte de CMH1 ou 2 avec un peptide, ça va être autoréactif, donc il va être éliminé par tous. Okay. C'est bon jusque-là? Malgré tout, il y aura toujours des entités autoréactives qui vont passer en périphérique. Donc, il y a aussi un phénomène de tolérance périphérique. Donc, d'une part, il y a une énergie clonale, c'est-à-dire que vous avez des cellules dendritiques qui présentent des molécules du soi, soit sans costimulateur, soit en présentant un costimulateur avec ce CTLA4. Et donc, les phénotypes qui vont reconnaître ces peptides du soi vont être déprimés par l'énergie clonale. Il y a aussi lorsque vous avez une population des possibilités et que vous avez la persistance du signal, c'est-à-dire quand vous avez c'est ce que je disais dans mon cas pour toutes les cellules du soi qui sont toujours présentes. Donc vous avez activation de la l'activité, mais malgré la réponse, le signal reste toujours présent. Donc ce que là, on a le phase fatigant qui va intervenir, et le clone qui reconnaît cette peptide du soi vont les prendre. T-Rex, c'est un peu après, c'est plus tard dans le fonctionnement. Oui, on n'a pas très bon niveau aussi. Comment on va avoir différents types de vélocité et l'activation de fonction. Donc l'activation se fait sur présentation clinique. Donc les cellules plantaires antigènes, c'est-à-dire les macrophages, les cellules dendritiques, vont dégrader les antigènes, qui sont exogènes ou endogènes, sous forme de peptides, qui vont associer au HLA1 et HLA2, et on exprime le niveau de la membrane. Et donc les lymphocytes qui vont reconnaître ces peptides associés au CMH vont être activés. Donc là, c'est tout simple présenté comme ça, mais en fait, la synapse immunologique ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement le TCR qui entre en jeu, vous avez également les costimateurs, tels que le CD4, le CD40 et les cardigans,
le CD28 B7. Vous avez aussi des intégrines, LFA3, CD2, LFA1, qui vont permettre au contact de se faire de façon suffisamment long pour que le signal passe. Donc les lymphocités ont plusieurs domaines importants de la thymus. Vous avez d'une part des télécellulaires qui sont des T-helpers, donc T-auxiliaires, qui, suite à l'activation vont libérer des cytokines, vont permettre l'activation de l'approfage, de l'installation et la prolifération de T et B. D'autres télécellulaires sont plutôt cytotoxiques. Après activation, ils vont tuer directement les cellules. Alors les T-helpers, vous en avez de plus en plus. Donc au départ, on a uniquement des TH1 et TH2. Donc TH1 qui produit un entre l'interaction dans l'inflammation et dans l'élimination des bactéries intracellulaires. Donc il produit l'interféron gamma capable de stimuler la différenciation des lymphocytes B et des lymphocytes T. J'ai oublié les autres, je ne sais plus. C'est purement une réponse inflammatoire. La réponse TH2 était plutôt de type allergique. Et donc aussi on a une parasite, avec la mécanique 4 et la mécanique 13. Ces deux réponses, comment dire, si vous avez une réponse TH1, vous allez inhiber la réponse TH2. Une réponse TH2, vous allez inhiber la réponse TH2. Généralement, c'est entre le chaud et l'autre. Vous avez aussi la réponse TH17. Plus récemment, qui est intérieure dans l'émission de bactéries extracellulaires, du glucose. Et on a remarqué qu'elle avait un rôle très important dans l'autoimmunité. C'est-à-dire que sans réponse TH17, vous avez moins de maladies auto-immunes. Vous avez donc les T folliculaires. C'est là, donc vous avez directement des centres germinatifs. Et on va revenir dans la tolérance. Et enfin, vous avez les T-reg qui interviennent dans la régulation et la suppression de la réponse à la faim. Ça, c'est uniquement les CD4. CD8, c'est plus facile. Après, ça va devenir cytotoxique. Donc, elles vont directement éliminer les cellules infectées par ce qu'on appelle le baiser d'abord. Donc, en fait, au niveau de la synapse-technologie, les cytotoxiques ils contiennent des sécrètes, des enzymes. Donc, après la reconnaissance du CMH2 associé au CMH1 associé au type, l'activité cytotoxique va libérer ces cytokines. La fourmi va créer un canal hormonal qui va permettre à l'enzyme de pouvoir entrer dans la cellule, ce qui va activer la chaîne de caspase de la cellule. Alors, concernant les T-régulateurs, donc ils ont plusieurs rôles, ils vont par expression de la cytokine TGF-bêta et interleucine 35, ils vont supprimer la réponse de la CCT. Ils vont également inactiver la CCTA. Et en fait, il y a un seul type de T-reg, il y a de réponse TH. En fonction des conditions du milieu, la T-reg va se différencier vers une population de généralement, c'est toujours la terminée, ça va être produit pour éliminer de la. Donc on a aussi également parlé des lymphocytes gamma-delta, c'est une population génétique qui émerge du thymus plutôt dans le stade négatif, avec une restriction très importante.
Alors, ils ont surtout, ils ont aussi fait de l'immunosurveillance et de l'immunorégulation. Donc, ils vont entrer d'une part dans la réponse antitumorale. Et en immunosurveillance, ils peuvent réguler directement les alpha bêta vecteurs, supprimer donc ils ont fait le même rôle que le T-reg. Donc, ils ont un rôle qui va même bloquer l'influx des neutrophiles depuis la gamma de soude. On a également d'autres circulations dont on parle moins souvent, ce sont les NKT16, les lymphocytes NKT. Ils ont un peu des propriétés du NK et des propriétés de la lymphocyte. Donc, c'est NKT. Ça, je ne sais plus dire exactement, ils ont un TCR S'ils sont liés, les CDC, non. C'est autre chose. Donc, eux, ils vont reconnaître, ils ont un TCR qui est plutôt invariant, donc plutôt restreint, ils vont reconnaître uniquement le CD1, ils vont reconnaître les deux CD1D dans les glycotopides. Et ils sont un petit peu entre l'unité innée et l'unité adaptative. Donc, d'une part, ils peuvent activer, ils peuvent s'activer eux-mêmes par leur propre ligand. Ils peuvent activer les cellules NK et les macrophages. Ils ont une cytotoxicité directe. Ils peuvent directement tuer les cellules cibles. Et c'est une fonction régulatoire, donc induction de la réponse TH1 et activation des cellules par le production de l'interféron. Donc ici on voit un petit peu leurs différents rôles. Donc ils sont aussi produits au niveau du thymus. Ils ont un rôle dans la réponse antitumorale, notamment en activant la lymphocyte NK. Ils ont également un réponse à l'inflammation dans les liquides. Par interféron gamma, donc ils activent les TLA. Non, c'est un régulateur dans les liquides. Donc ils ont au niveau des ganglions ils activent donc, la production de plasmocytes, la différenciation des lymphocytes en plasmocytes. Et au niveau de la molécule, donc comme les gamma delta, ils augmentent l'influx de neutrophils. C'était clair jusque-là? On va arriver dans le gros problème des déficits utilitaires. Donc, tout ça, toutes ces réponses, tout ça, c'est un équilibre entre cytokines, réponse inflammatoire, anti-inflammatoire, entre différents niveaux. Quant à ces cliniques qui ne répondent plus parce que vous n'avez pas un ou un autre élément, donc vous tombez dans le déficit unitaire. Alors le cas le plus ancien, c'est un peu le fameux enfant buste, qui a passé toute sa vie dans une bulle isolée, stérile. On a le chargeur d'avocat, merci. T'as 10 ans. Il y a des élèves de 10 ans. Donc ça c'est le ski, c'est la forme la plus sévère. Donc en fait, les liquides et skis sont des blocages partiels ou complets au niveau pour la plupart en tout cas, de l'ontogénèse des lymphocytes. Donc vous avez par exemple la KL2 qui est une protéine mitochondriale et donc qui intervient au niveau de en fait c'est carrément de la différenciation de la cellule souche en cellule lymphoïque. Donc si vous avez la KL2, vous n'avez aucune cellule unitaire hématopoïétique qui sera produite. Donc vous avez par exemple l'interconcept, toutes les protéines de la bourse que la génésie réticulaire, vous avez aussi les polynucléaires qui ne sont pas là. C'est un ténobéma également qui est différent de la base. Ok, donc vous avez des blocages au niveau négatif, au niveau. Et ça, c'est juste après le passage au niveau positif. Vous avez les blocages fonctionnels en passant vers le positif, le positif. Vous
vous avez donc là, je me suis dit, pour ce qui est des blocages, c'est-à-dire complets, je ne me suis pas trop attardée là-dessus. Hein, on connaît tous l'effet de l'interactivité, tout ça, c'est simplement une absence de production. Je me suis plus intéressée aux fonctionnels. Par exemple, vous avez la chaîne gamma, la diffusion chaîne gamma, donc le site. En fait, la chaîne gamma est commune à un nombre, à toutes les interactivités. Interactivité 2, 4, 7, 9, 15 et 21. Par exemple, la 2 est c'est un signal de prolifération des lymphocytes. La 7, c'est un signal d'activation des lymphocytes. Donc, si vous avez soit un déficit de la chaîne gamma, ou bien une chaque fois qui est la protéine qui va transférer le signal, vous allez vous retrouver avec une plaque de lymphocyté, vous vous retrouvez avec un témoin d'éléments du calus. Pour la choromine 1A, moi c'est un déficit qui est un peu particulier parce que le thymus est présent. En effet, la choromine c'est toujours un problème du cytosquelette, de la physique et de l'afflux classique. On va l'afflux classique à partir depuis les réserves du cœur. Donc l'afflux classique, la concentration de calcium dans l'interartérielle est très importante pour l'activation des facteurs de transcription. Et en fait, la choromine 1A, ça agit là, vous voyez bien que ça monte, qui en bleu c'est une activité, donc il n'y a aucun effet sur l'activité. Et en rouge, c'est son élasticité. Il n'y a pas de élasticité. Alors bien sûr, tous les gènes qui produisent des facteurs de stimulation, forcément, les défauts de ces gènes va induire un déficit fonctionnel, avec les défauts de HLA1, HLA2, CD40, CD40, déficience des hématocrites, il y en a. Alors là, c'est le signal les différentes protéines qui interviennent dans le signal TCR. Alors il ne faut pas oublier que le TCR, la maturation des lymphocytes est dépendante du signal TCR. Vous avez uniquement de diffuse, vous avez activation de la différenciation par le TCR. Et donc vous avez le SAT70 qui va. Les SAT70 à RH2H, donc qui sont des protéines de signalisation de l'activation du TCR. Vous avez Mactémon qui est un transporteur de magnésium. Le magnésium est aussi important, il agit d'une part sur la phospholipase C gamma 1, d'autre part il va aussi agir au niveau de la balance calcium. Donc vous avez Orail 1 et STIM1 qui agissent sur l'afflux classique. Pas de TK. Bon, en grâce à celles qui ont déjà été décrits dans des patients qui étaient. Donc ça c'est tout. Puis vous avez d'autres également qui est un peu plus loin, qui intervient dans l'organisation du cytosquelette, l'activation des cellules, la libération et le trafic cellulaire. Donc, tous ces déficits vont donner des profils assez particuliers. Donc, les SAT70, vous avez une diminution importante des CD8. Vous avez aussi une diminution, parce qu'il est surtout exprimé par les CD8. Vous avez aussi une diminution des CD4, diminution des thymocytes qui viennent de récemment éliminer. Vous avez toujours le regarde TCR est important, la diminution de la réponse TH2, la diminution de la réponse proliférative en réponse au PHA et au CD3,
RH, vous avez également une expression de récepteurs, une diminution d'expression des récepteurs B7 sur les cellules. Pour le COVA1, vous avez une diminution des réponses aux anticorps. Pour le même C1, vous avez une diminution de mémoire, de B transitionnel et de B switch de mémoire. Pour les TK, vous avez une diminution progressive des musoglobulines et l'absence de NKT. Même chose pour pas de NKT dans les corail 1 et STIM1. De la fonction lytique des NK. Pour commenter la maladie suivante, je peux faire un petit rappel sur la maintenance télémère. Les télémères, c'est des petites séquences très répétitives qu'on retrouve à la fin des chromosomes. Et donc, tout au long de la division cellulaire, les télémères restent 5 ou 6. Quand ils sont trop courts, donc la cellule ne peut plus se diviser. Ça arrête de se diviser, on est là au stade de sénescence. Donc, on a une machinerie comme la télomérase qui permet en fait de réallonger ces télomères tout au cours des divisions. Pour maintenir la vie. Pour maintenir un petit peu la vie cellulaire. Donc, plutôt que de faire par exemple d'avoir une sénescence de cycle, vous aurez peut-être une sénescence de cycle. Là, c'est toutes les cellules. Ouais, toutes les cellules hématologiques, toutes les cellules blanches. Donc, tout défaut d'un quelconque élément de ce complexe va aboutir à la dyscarpatose congénitale. Donc on connaît bien sous la forme de IAX, mais maintenant on a des distributions autosomiques récessives et autosomiques dominantes. Donc ce qui se fait, c'est qu'il n'y a pas de maintenance des télomères, on a une des cellules. Déjà, à un moment où vous n'avez pas de réplication, vous avez différentes cellules de l'application des cellules hématopoïétiques, vous avez très peu de cellules qui vont donner des progeniteurs. Et donc moins de cellules. Toutes les cellules hématopoïétiques vont être diminuées. C'est une inverse minimum. Vous avez d'autres mécanismes qui sont en jeu. Il y a le défaut de la réparation ADN, c'est le PAC1, PAC2, Artémis. Tout ça, il rentre dans une liaison DDJ. Et donc forcément, si vous n'avez pas une liaison DDJ, vous n'avez pas d'ACR qui sont opérationnels, il ne faudra pas de profilation de nécessité. Donc vous disiez donc vous avez d'autres mécanismes qui ont rencontré les défauts de la façon d'ADN. Chez les liquides, c'est RAC1, 2, Artémis, Daniel cascade, C12. On a l'équipe de la TTL, le PNS1, le Bloom, le PNSE, le PNS4, le PNS168. Donc tout ça, ça rentre dans la raccourci de BDJ. Si vous avez la même BDJ, vous n'aurez pas de TCR contrôlé, fonctionnel. On va avoir une péptide. Et au niveau même de la moelle physiologique du site, vous n'aurez pas l'activation de la transformation par le TCR. Que ce soit détecté des sensibilités de la façon de les signaux de sol à part de ça. Oui. Vous avez des maladies métaboliques. Donc, l'ADA et le PND sont en métaphysicline. Donc, en absence de ces enzymes, vous avez l'accumulation de métabolite qui sont toxiques pour les cellules métabolétiques. Vous avez les métabolites de la vitamine B12 et B9. Là, je n'ai pas fait la recherche là-dessus pour avoir une idée claire de ce que ça veut dire. B12 et B9 sont nécessaires au maintien de ces cellules métabolétiques. Vous avez le contrôle du cycle cellulaire. C'est pas dit, Ils sont rentrés maintenant, ils sont en ligne. ils sont en Ils sont pas partis des pieds. Maintenant, vous avez la dernière information. La classification de 2014. Il faut pas partir des pieds. Les deux, c'est garder etc.
C'est pas avec la Photoprojection exceptionnelle, c'est la carte d'image laser vous avez des défauts de régulation sociétale, vous avez des défauts vous avez aussi le boîte et les limites. Vous avez des défauts typiques, si elle n'a pas de fonction physique, on n'a pas de fonction de la société, ce sont des ordres, ce sont des charges. Pour rentrer dans le détail, je vais les cadavres. C'est ça. Pourquoi pas, on va reprendre un peu sur, je vais expliquer un petit peu les différentes techniques qu'on utilise pour étudier la toxicité. Je pense que pour l'histométrie non plus, vous avez vu suffisamment de présentations. Bon, simplement l'échantillon est placé sous une gaine de pression, une gaine fluidique, qui va obliger l'échantillon, qui va obliger les cellules à passer une par une devant le laser. C'est vraiment une étude cellule par cellule. Et donc au niveau de la cellule, donc, du laser, la lumière va être diffractée, va être filtrée par différents filtres microïdes et va être détectée au niveau de différents détecteurs. Après il y a un indice par un laser derrière. Donc sans aucun marqueur fluorescent, vous avez déjà deux paramètres que vous pouvez voir sur la cellule, c'est le forward scatter et le slide scatter. Le forward scatter il va dépendre de la taille de la cellule. C'est-à-dire que plus si la cellule est petite, vous aurez plus de rayons laser qui vont passer devant, alors que si la cellule est plus grosse, forcément il va y avoir de cellule. Vous avez, votre rayon laser il arrive comme ça. Oui. Donc là la cellule est assez grande. Disons que aucun rayon laser va passer tout droit. Si vous avez une cellule qui était plus petite, vous avez peut-être deux ou trois rayons qui vont passer au-dessus ou en dessous de la cellule. Donc ça va vous donner plus ou moins de la taille. D'autre part, vous avez la granularité. Chaque granule au niveau de la cellule va réfracter la lumière. Donc à chaque fois qu'un rayon va rencontrer un granule, il va être réfracté. C'est le slide scatter. Donc il va nous donner une idée sur la granularité. Plus la granularité, donc rien qu'à partir de ça, vous pouvez déjà, c'est ce qu'on utilise généralement sur les DFS, donc vous pouvez déjà faire différentes estimations. Vous expliquez. On utilise des estimations sur les automates de NFS. Les deux autres NFS, ça s'y connaît pas plus. Oui, il y a la donc rien que ça, vous pouvez déjà différencier de différentes cellules hématopoïétiques. Donc vous avez bien sûr les neutrophiles qui sont assez grands et qui ont une forte granularité. Les monocytes sont un peu plus petits, donc c'est quand même assez importante aussi. Les lymphocytes sont des cellules assez petites, avec très peu de granularité. Donc à côté de ces deux paramètres, qui sont visibles sur les cellules, vous pouvez utiliser des protocoles de marquage en cytométrie en flux, c'est-à-dire que donc vous avez à côté vos BBS, vos cellules périphériques, vos cellules plutôt. Vous allez marquer avec des anticorps monoclonaux qui sont associés à des fluorophores. Donc c'est un marqueur, c'est simple imprimation à la lumière, lavage, centrifugation. Et après on va les passer donc, sur le cytomètre. Donc on peut analyser les cellules, toujours un fluorophore par rapport à l'autre. Vous allez choisir le lymphocyte par exemple, vous allez sur le forward scatter, donc taille et granularité, vous allez. Tu peux nous parler de la France. Voilà. Oui, mais il n'y a pas. Le plus proche, le plus proche.
Donc, ça, c'est la taille et la granulosité. Voilà, sur taille et granulosité. La taille et la granulosité. Voilà, sur taille et granulosité, vous pouvez déjà choisir la population que vous voulez étudier. Donc, vous avez ce qu'on appelle KT, c'est-à-dire on va faire une fenêtre sur la population que vous voulez étudier. Et après, vous pouvez choisir, vous pouvez dire je veux voir et CD4 et CD8. Donc, par exemple, si vous voulez voir et CD4 et CD8, et vous pouvez distinguer votre population. Donc, CD4 c'est en bas. Non, CD8 c'est en bas et CD4 c'est en haut. Vous avez une population qui présente le CD4 mais pas le CD8, CD4 plus, CD8 plus. Et là, votre présentation qui présente le CD8 mais pas le CD4. Donc vous avez pas CD4 plus d'un côté et CD8 de l'autre. Normalement ici vous aurez les doubles négatifs et là les doubles positifs. Ok? C'est clair jusque-là? Donc, bon, c'est très utile. Bon, bien sûr, pour les populations amphithéâtres, donc là je vous apprends rien, il y a CD3, CD19, vous avez les CD56 pour la population NK. Ça vous permet, quand pour les skis, ça va faire une petite classification des différents skis. D'autres qui pourraient être intéressants, c'est le CD132, qui est en fait la chaîne gamma commune. Donc, forcément, si vous n'avez pas d'expression CD132, vous êtes dans un difficile pour gamma C. Vous avez également le CD127 qui est l'interleukin 7, récepteur alpha de l'interleukin 7. Par rapport aux exigences, il faudrait faire quand même que sur les deux, parce que normalement, c'est une chaîne qui est assez partagée avec moins 4 ou 5. Oui. Parce que c'est pas une parler sur les deux, parce que les deux, vraiment, il y a l'autre, c'est le 5. Oui, quelle est la question? La règle, entre parenthèses L2, là c'est quoi? Ah oui, oui. Normalement, il faut citer les autres. Apparemment dans la... On l'appelle comme ça. C'est l'appellation. C'est le gène. L'appellation du gène officiel, c'est interleukin 2 RG. Attends, il y en a. C'est le même gène. C'est le même gène DL2 qui travaille pour les autres. C'est l'appellation officielle du gène. C'est-à-dire sur les NK, on est sur le NK. Alors au niveau de... Donc ici c'est une publication de Westman en 2012. Donc ils ont essayé de définir les liquides en fonction des différents paramètres. Là en fonction du taux de CD3. Donc on a essayé de définir des CD3 inférieurs, choisi comme seuil un seuil de 500. Donc moins de 500 CD3, donc la possibilité CD3 par microlitre, ça pourrait être inscrit. Vers 500, c'est plutôt acquis. Maintenant, comme vous pouvez le remarquer, même si vous avez toujours des hypomorphiques, ce qui fait que même si vous avez même un déficit en gamma C ou un déficit en ADA peut se retrouver avec plus de 500 CD3 par microlitre. D'autres marqueurs qui pourraient être intéressants aussi, c'est bien sûr l'HLA-DR, donc particulièrement en Europe, puisque les déficiences HLA-2 est assez courant. HLA-AB, donc la déficience HLA-1. Le CD154, c'est-à-dire c'est CD40 ligands, le CD40, le CD45. Sous-unité de CD3, je ne suis pas sûre qu'il y ait une monopono qui vise des sous-unités CD3 particulièrement. Je pense qu'il n'y a que le CD3 global. Là, il y a une CD3 alpha-bêta. Alpha-bêta, c'est alpha-bêta. C'est alpha-bêta, mais il n'y a pas pour le epsilon, pour viser le CD3 epsilon et le CD3 delta. Alors, ensuite on a quelques proliférations lymphocytaires. Donc, vous allez prendre à partir de votre sang total, vous allez isoler les lymphocytes et les mettre en suspension dans un milieu de culture avec un antigène, donc un stimulant, et de la thymidine. Bon, ça c'est la technique de référence, la thymidine. Donc après culture. Pour le test de prolifération lymphocytaire. Donc la technique de référence, c'était on isolait les lymphocytes à partir du sang total et on les mettait en culture avec une suspension antigénique ou mitogène et du thymidine tricier. Après culture, on le filtrait donc sur verre et on mesure la radioactivité.
Et en fait, la thymidine elle va être incorporée dans les cellules qui se sont divisées. Donc plus les cellules se divisent, plus la radioactivité sera importante. De plus en plus, du fait des problèmes de radioactivité, de malaise de la radioactivité, de plus en plus on va vers des méthodes plus... Antigène en suspension, ça peut être un mutogène, c'est-à-dire la phytohémoglycémine, la conazole, ça peut être un antigène toxoïde, Mitogène et antigène. Mitogène, il stimule de façon non spécifique. Il y a la prolifération. L'antigène regarde la prolifération de façon spécifique, c'est-à-dire BCG, toxine tétanique, des choses particulières qui vont. Les utilisés dans les skills, c'est phytohémagglutine. C'est vraiment la même nature. Mais par rapport aux deux. La plupart au ont PHA et CD3, c'est-à-dire un agoniste de CD3. Donc maintenant on essaie de passer plutôt à l'inflation cytomètre en flux. Donc on marque les cellules avec un marqueur intracellulaire, le CFSE par exemple. Et au fil des divisions, ce marqueur cellulaire va être séparé de façon égale entre chaque cellule fille. Ce qui fait qu'au fil des divisions, la fluorescence va diminuer. Donc quand vous voyez le cytomètre, vous allez voir votre première population qui a une fluorescence très importante. Vous verrez la fluorescence. La première population, puis vous avez la deuxième population, donc première division, deuxième division, vous pouvez voir toutes les populations, toutes les divisions qui ont été faites par la suite. Et ici, par rapport aux questions, pourquoi on a une petite augmentation de la population là? Normalement, on s'attend à y avoir une. Toutes les cellules 1, 2, enfin la première ou la deuxième génération sont déjà toutes divisées, donc vous avez plus de. Non? Vous avez la première population, bon, il y a une partie qui s'est divisée. Et en fait, bon, on regarde ça, on est ici 4 jours après simulation. C'est-à-dire 4 jours après simulation, vous avez déjà des cellules qui étaient peut-être, il y a 2 jours, qui étaient peut-être au niveau 1, mais qui sont maintenant tous au niveau 4. Donc, vous comprenez, toutes vos cellules qui étaient la première génération, la deuxième génération, se sont divisées, sont maintenant en génération 4. C'est un cumul. C'est un cumul. Plus un cumul, c'est-à-dire plus vous avez de cellules en génération 4, 5 ou 6, mieux c'est. Ça veut dire qu'elles sont bien divisées. On en reparle. La question après, on va discuter parce que j'ai pas bien ça. Donc tu peux reprendre ici. La deuxième couche, ça passe bien. D'accord. Donc ici vous avez les différentes générations. Donc la génération mère, donc une partie c'est divisé dans la première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, cinquième génération. Maintenant, pourquoi on a moins de première et deuxième génération? Parce que vous avez déjà 4 jours après stimulation. Donc ceux qui sont en première et deuxième génération, je veux dire, ils sont déjà arrivés en fait, une bonne partie de ça, c'est pas une image instantanée. Le premier jour, vous n'allez avoir que le premier pic. Oui, c'est ça. Sauf par exemple, le deuxième jour, une grande partie du premier pic va passer au deuxième. Si je faisais une cinétique, c'est ça. Si je faisais une cinétique, le premier jour, j'aurais une ou deux générations. Le deuxième jour, j'aurais moins dans la première génération, je verrai apparaître la troisième génération. Et là, bon, on est à 4 jours, donc d'accord, on a déjà arrivé à la cinquième génération. Oui, là c'est une publication de Stone en 2009. Donc ils ont pris un pool de 43 patients avec des difficultés et ils ont essayé de comparer tous les stimuli pour le test de la population, PHA, protéines, conavaline et des antigènes, c'est des 3, bactéries et tout ça. Donc on voit sur tous les grades, donc il y a les patients qui ont un déficit connu en immunité cellulaire, ont bien généralement une infection qui est prolifère moins que les groupes. Maintenant, quand ils ont fait. Non. Prends un seul schéma et explique-le. Le premier et le dernier, par exemple. La prolifération après
Le but en fait de cette publication, c'était d'avoir un test de dépistage par le dépistage des déficits profonds en lymphocyté, des déficits fonctionnels liés en sensibilité, par le test de lymphoprolifération. Donc ils ont contrôlé. Donc ils ont fait le test de lymphoprolifération. Le premier histogramme en haut à gauche. Ici par exemple vous avez les résultats de la prolifération. Donc c'est oui, c'est la réponse, c'est le résultat du test de la population par rapport donc dans les groupes patientés, c'est-à-dire le groupe de patients qui ont des déficits connus en sensibilité, c'est-à-dire des ataxies, des skids, des muscatadriches, Vous avez compris c'est quoi CPM? Coupe-par-mille. C'est-à-dire les radiations qui vont être émises, les CPM. Ou fibrohémagglutinique, c'est-à-dire qu'on a stimulé de façon non spécifique le lymphocyte. Quand on le stimule de façon non spécifique, on va voir s'il va proliférer, c'est-à-dire s'il va envoyer des coupe-par-mille Vous voyez que les patients, même si on les a stimulés par un PHA, ils n'ont pas envoyé des coupe-par-mille. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas multipliés, qu'ils ne se sont pas proliférés. La première, le contrôle, c'était des contrôles normaux par rapport aux patients qui étaient connus avec un déficit. Et par la suite, ils ont refait des études mais dans un groupe de patients qui étaient suspectés d'avoir cliniquement des signes de KIL. Et donc, vous voulez savoir si on pouvait utiliser le test de transformation pour le dépister. En fin de compte, ils n'ont pas vraiment eu de corrélation entre un déficit clinique et un test de transformation lymphocytaire. Ils ont trouvé la sensibilité la plus importante, c'était plus important pour la concavaline que pour le PHA. C'est quand même plus spécifique que le PHA pour définir un déficit cellulaire. Donc toujours sur la publication de Rothman, ils ont utilisé comme seuil, ils ont trouvé un seuil de 50% pour la simulation de PHA. Donc inférieur à 50%, la plupart étaient inférieurs à 50%. Les skids étaient généralement inférieurs à 10%, c'est assez sévère. Maintenant, vu l'étendue de tous ces déficits, vous avez toujours des patients qui vont sortir en dehors de ces valeurs. Vous avez compris, par exemple, interleukine 2 récepteur gamma, c'est un skid T1 B+, NK-. D'accord? Interleukine 2 récepteur gamma. On les a stimulés par un PHA, de façon non stimulante. D'accord? Ils ont émis la radioactivité moins de 10% de ce qu'ils devaient émettre ou bien par rapport au témoin. Mais certains de ces patients ont émis jusqu'à 30%, voire 80%. Alors que génétiquement, ils sont interleukine 2 récepteurs gamma. Oui, ou bien le type de mutation. Le type de mutation va donner des formes. Le type de mutation, c'est il va donner des formes hypomorphes. C'est le même gène, mais la mutation n'est pas dans une région qui est très fonctionnelle, etc. Des choses comme ça. Mais les cellules T maternelles, à vrai dire, ils ont toujours une réponse qui est très pauvre en matière de DPA. Donc ce test peut aussi nous permettre un peu de faire une petite classification, c'est-à-dire si vous avez des lymphocytes qui sont bas mais qui ne sont pas absents, ou bien des lymphocytes dysfonctionnels. Donc si vous avez une lymphopénie avec un défaut de stimulation par le mitogène, vous avez MST1, LTK, LC4 et ZA70. Si vous avez également un défaut de stimulation par l'antigène, c'est peut-être plus dans le brachydorphique ou dans le normite. Par contre, si vous avez un taux normal de lymphocyté, si vous avez donc un défaut de prolifération mitogène, vous allez penser à STIM1 et ORI1. S'il est normal, vous allez penser à CD40 et CD40. Mais une question.
Pourquoi vous avez dit hémophique RAG? Alors que le RAG, normalement, on a déjà protégé avec. Là, c'est dans le déjà critère, parce qu'on avait, si on avait oui. absent, c'est absent, on rentrerait dans la configuration mentale. C'est-à-dire, vous l'avez classé comme liquide et non spécifiquement dans les liquides, pas dans les ensuite, vous avez l'analyse des répertoires BCR et TCR. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, c'est l'amplification par BCR. Donc on va extraire l'ARN, c'est-à-dire tous les TCR qui sont produits en fait, pour une idée. Donc vous faites une amplification PCR avec des abords spécifiques de la région variable et de la région constante. Donc passer par électrophorèse capillaire, donc vous faites le séquençage. Vous pouvez aussi faire un spectrotyping. J'avoue que je n'ai pas trop bien compris comment ça marche la répertoire TCR, donc je ne vous demande pas non plus de comprendre. Mais bon, en tout cas, ce qu'il nous donne, il va nous donner soit un résultat assez normal. Très joli. Hein. Très joli, voilà. Là, c'est un patient sain, il a un répertoire varié. C'est facile à reconnaître, c'est très beau, c'est joli. Ou alors, vous pouvez avoir ce qu'ils appellent une dyspénia, c'est-à-dire vous avez peu de. C'est une dyspénia. Dyspénia. C'est le. Dyspénia. C'est comme ça, ils appellent ça une dyspénia. Donc, c'est-à-dire il y a une diversité restreinte, une restriction d'hétérogénéité des TCR. Une pénurie dans la différence entre. Diversité pénienne. Diversité. C'est de diversité du répertoire. C'est ça. Ou bien carrément, vous avez vraiment juste des clones qui sont d'ailleurs souvent autoréactifs d'ailleurs. Comme le homène. Voilà. Ensuite, vous avez la fameuse analyse des TREC, donc c'est utilisé pour les newborns, qui est le stade néonatal. Donc les TREC, c'est ces petites ADN circulaires qui sont produites au moment de la reproduction biologique. Donc sur une carte de Guthrie, vous récupérez votre ADN, vous l'amplifiez avec une annonce, vous le bridez donc avec une PCR, donc une PCR en temps réel en fait. Et là, vous avez le taux de TREC. C'est quantitatif. Si on trouve les TREC, ça veut dire que le taux marche bien. En général, oui. Mais ça ne veut pas tout. C'est pas le cas pour tous. Si on ne trouve pas les petites barres, ça veut dire que ça ne marche pas bien. Ouais. C'est ça? Ouais, mais là, ça le principe. Ouais, mais ça ne prenait pas tous les kits. Hein, parce que là, vous voyez. 90%, 80%, c'est un beau chose. Ouais, déjà, au moins le ski, ce serait déjà pas si mal. Ouais, c'est sûr. Et parfois, ça reconnaît aussi des ataxies, des ADA, enfin, ça reconnaît aussi. Les TREC ou avec TREC, non, c'est avec un C. C'est TCR, récepteur oxygène circulaire. TCR, récepteur. Donc récepteur excision circulaire. Donc circuit d'excision et le récepteur des récepteurs TCR. Et donc dans la publication de Rothman, ils ont mis le seuil à 400 TREC par 0,5 d'ADN. Et là, vous connaissez quand même une bonne partie des skis, Gamma-C, ADA, pour la plupart des skis aux États-Unis, même pas aux États-Unis. Par contre, il y a toujours CD40 bien sûr à vous échapper, parce qu'il n'y a pas de problème au niveau de la reconnaissance, c'est plus tard. Rothman, ils sont arrivés à un seuil de 400 TREC par 0,5 g d'ADN, ce qui va vous permettre de reconnaître la plupart, 90% de vos 12 kills. Bien sûr, CD40, ça va vous échapper, FOXP3, parce que ce sont des kits qui produisent des valeurs normales de plasticité, donc qui sont bloqués plutôt, qui sont fonctionnels, qui sont bloqués plus loin. Mais sinon, même la HLA2, vous allez pouvoir les observer, vous allez pouvoir les trouver sur le TREC. Merci. Voilà.